professeur, on va passer à une autre région, l'Afrique centrale et très précisément la situation en RDC Congo. Alors, les Nations Unies l'ont dit, d'autres organismes internationaux l'ont dit que le Rwanda agresse le Congo et que le Rwanda a même signé des accords avec l'Union européenne pour l'exploitation des ressources, des minerais dont il ne dispose pas dans son sol. Mais comment est-ce que le monde regarde ça? L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle en dit? L'Union africaine ne peut rien dire parce que aujourd'hui, le président Kagame fait partie des présidents les plus éminents en Afrique. Et on ne veut pas bousculer. Et Trump l'aime bien. Ah, mais le problème est que même si j'écoutais les explications de Boubacar Boris Diop qui est très impliqué dans la crise du Rwanda, mais avec le rôle qu'aujourd'hui certains génocidaires sont là-bas et que dans les armées, Kagame lui-même se défend en disant que c'est pour nous protéger et que les génocidaires ne reviennent plus. Mais je crois quand même il y a une sorte de clameur sur le plan international concernant Kagame et le Rwanda. Nous sommes d'accord qu'il faut plus d'intégration en Afrique pour que tous les Africains aussi puissent profiter des ressources et des richesses du continent. Mais tout cela doit faire l'objet de négociations. Ce n'est pas par la force. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où la force était le facteur d'intégration des États, où les stratégies matrimoniales jouaient un rôle pour l'intégration des États. Nous sommes à l'ère de la négociation et de la discussion. Ce Nanga là, Corneille Nanga, Oui. moi une fois que j'étais partie avec Pascal Couchepin pour une mission pour l'OIF, l'Organisation internationale. Nous l'avions rencontré, il dirigeait à l'époque la Sénat. C'était du temps de Kabila. Oui. Mais il était tellement critique que moi-même je me posais des questions. Vis-à-vis de qui? Corneille Nanga, qui aujourd'hui il était critique vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du fonctionnement des choses, etc. Et moi je me dis, c'est très compliqué, très complexe. Déjà au Congo. Je me dis, si ce grand Congo ne peut pas arriver à bout de cette rébellion, c'est parce qu'il y a un problème. Et tout le problème, c'est-à-dire tous les États, le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, et la question des grands lacs se pose depuis plusieurs décennies. Maintenant, le moment est venu peut-être que chacun fasse un effort sur soi pour régler cette crise. Ce n'est pas par les armes qu'on va régler cette crise. Mais est-ce que vous entendez cet argument que, en vérité, Kagame est en train de mener une guerre commandée par l'impérialisme occidental? Ah, mais aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui se démarquent de Kagame. Ils l'ont beaucoup soutenu, ça, c'est vrai. Et s'il a eu cette force et cette puissance, oui, c'est parce qu'aussi, il y a des gens derrière lui. Oui. Mais je me souviens, les États-Unis étaient très intéressés par le Congo. La RDC et les États-Unis ont toujours eu... Depuis très longtemps. Oui. On parle même de certains qui seraient des agents de la CIA pour accéder au pouvoir aux États-Unis. Mais au Congo. Mais le problème est qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et il faut absolument que ce grand Congo... On a même pensé à un moment donné à séparer, à faire du Congo, comme on a passé au Mali, ces grandes entités politiques, comment on appelle ça, les démembrer pour faire un État fédéral. C'est-à-dire, on ne peut pas penser à cet État fédéral en excluant des pays comme le Rwanda, l'Ouganda. Il faut penser cette région de façon beaucoup plus globale, mais qui pour le faire? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question aujourd'hui. Que pensent les peuples? Et moi, je pense que ce sont les peuples qui vont souffrir, continuer à souffrir. Mais Kagame, d'abord, doit, à mon avis, personnellement, cesser de soutenir, quels que soient ses arguments par ailleurs. Ouais. On doit aller vers un cessez-le-feu, arrêter de se battre et puis poser les termes d'un débat et d'un échange et comment justement résoudre ça. Je pense que maintenant c'est devenu tellement flagrant que lui-même il est à bout d'arguments. Quand on lui pose des questions, il répond de manière évasive, il dit je ne sais pas, alors qu'avant il était dans les dénégations constantes. Alors certains carrément comparent le Rwanda à Israël. Vous voyez? En tout cas, il y a des connexions entre le Rwanda et Israël, ça c'est clair. Oui. Et il y a des connexions entre le Rwanda et Israël. Moi, j'avoue personnellement, j'étais un peu choquée quand
l'Angleterre, la Grande-Bretagne avait décidé de transférer certains migrants. Ça m'avait beaucoup choqué. Ça ne relève pas, à mon avis, d'un patriotisme ou d'une perception d'une Afrique autre. Ça, personnellement, je me suis posé des questions. Mais je ne pense pas que Kagame soit dans ces débats, grands débats idéologiques, philosophiques. Lui, c'est un pragmatique et ce qu'il cherche, c'est avoir des moyens. Je crois qu'il doit être traumatisé par le génocide, avoir des moyens pour que le génocide, plus jamais de génocide au Rwanda. Je crois que c'est l'histoire du Rwanda qui explique la personnalité de Kagame. Oui.